Bonjour à tous, merci d'être là et je suis très heureux d'introduire les modérateurs de cette session qui va être une session dédiée à la médecine traditionnelle. Je pense que dans nos congrès de biomédecine très scientifique, c'est vraiment très important de plus en plus de faire attention à d'autres approches médicales. Et donc ça va être le sujet de cette modération. Et donc les deux modérateurs de la session, ça va être le docteur Soumet Abbas, qui est médecin pédiatre à l'hôpital de Mamoudzou, et Mathilde Elon, qui a travaillé à Mayotte et qui est anthropologue et qui va elle aussi modérer cette session, et que je vous laisse introduire cette session et les intervenants. Alors, pour la toute première session, on va parler de la médecine traditionnelle à Mayotte avec Philippe Duranel, qui est réanimateur. Et juste après, c'est Saïd Hamidi, c'est ça, c'est dans cet ordre-là. Ah, est-ce que Saïd Hamidi est là? Donc, du coup, vous avez plus de temps et il y aura plus de temps pour les questions. Et voilà. Oui, je voudrais juste dire un petit mot sur Philippe Duranel, qui est un des grands médecins du CHM, un grand bâtisseur du CHM. Nous, jeunes médecins arrivés dans les années, on va dire 2010, au CHM, Duranel était en référence. Voilà. Donc c'est un grand monsieur qui a une vision de la médecine scientifique à Mayotte, mais aussi qui a vu un peu l'évolution de la médecine traditionnelle, parce que à Mayotte, plus qu'ailleurs dans le territoire, nos patients se tournent souvent, je pense que nous le dira Saïd Moutard tout à l'heure, vers la médecine traditionnelle. Donc il semble important quand même de faire ce lien et de dire que Duranel, c'est quand même un expert du sujet. Merci. Merci, c'est trop. Alors, diapo s'il vous plaît, je vais vous parler de la médecine traditionnelle à Mayotte. Et je suis censé vous parler dans une première partie du point de vue du clinicien conventionnel que je suis. Et donc je viens du service de réanimation, comme l'a dit Soumet. Alors déjà en 2008, il y avait un rapport de l'ARS. À l'époque, l'ARS de Mayotte, elle était à La Réunion. Et c'était une ARS globale, donc pour dire que Mayotte n'avait pas grand-chose dans l'histoire. Mais il se faisait quand même des choses. Et il y avait ce rapport qui disait qu'il y avait eu d'importants progrès dans l'offre de soins à Mayotte depuis 1975, mais que le recours à la médecine traditionnelle restait fréquent. Ça ne marche pas. Ah oui, voilà. Donc, et que la moitié de la population n'avait recours au système conventionnel de santé que pour des situations graves ou très dégradées, et qu'une majorité utilise des traitements traditionnels à la place, avant, parallèlement ou après un traitement traditionnel. Ça, c'était le constat en 2008, et tous ceux qui sont là, je pense comme moi, savent que la situation n'a pas changé, et cette situation décrite en 2008 est toujours la situation actuelle. Le recours habituel à la médecine traditionnelle, est-ce que c'est dû à des carences du système conventionnel de santé? Alors, je crois que en partie oui. En partie oui, pourquoi? Parce que une autre enquête de l'INSEE qui disait en 2019, donc c'était avant-hier, 45% des habitants de Mayotte de 15 ans ou plus déclarent avoir renoncé à des soins médicaux nécessaires ou les avoir reportés. Alors, c'est pas toujours parce que qu'ils veulent la médecine traditionnelle plutôt que la médecine traditionnelle plus la médecine conventionnelle, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la médecine conventionnelle, parce qu'ils ne sortent pas de leur quartier, parce qu'ils ont peur de se faire rafler par la police aux frontières, parce qu'ils ne sont pas affiliés et qu'on va leur demander de payer la consultation parce qu'ils ne sont pas affiliés. Enfin, il y a toutes ces lourdeurs qui expliquent le non-recours à la médecine conventionnelle. Mais ce n'est pas seulement vrai, parce que le recours à la médicine, ça reste à Mayotte une démarche largement culturelle, ancrée dans les esprits, et une démarche à Mayotte qui est aussi cultuelle. Pourquoi un anesthésiste réanimateur s'intéresse à la médecine traditionnelle?
Alors, je suis comme les autres, c'est que en arrivant à Mayotte, il y a de longues années, j'ai constaté, comme tous les médecins le constatent en arrivant ici, que la médecine traditionnelle est omniprésente dans l'histoire des malades et omniprésente dans le déroulement de leur maladie. Et moi, comme d'autres médecins, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on a tendance à mettre sur le dos de cette médecine traditionnelle les symptômes rapportés ou le retard de recours au système de santé. Et ça génère une incompréhension avec les patients et ça génère aussi des refus ou des absences de recours à la médecine conventionnelle. Alors. Et puis, ces circonstances que je vais vous développer plus tard m'ont conduit à rencontrer des histoires cliniques extraordinaires et des botanistes de mon entourage, mais aussi des tradipraticiens. La première, historiquement, c'est la première fois où j'ai été confronté à cette médecine traditionnelle. On avait hospitalisé une jeune fille avec une anémie hémolytique grave, donc une destruction de ses globules rouges. Et on avait fini par découvrir, enfin c'est pas nous qui l'avions découvert, c'était nos collègues de médecine qui ont publié le cas, que cette jeune fille avait ingéré du henné dans un but abortif. Et ça n'avait pas marché d'ailleurs, il a fallu lui faire une interruption thérapeutique de grossesse, mais voilà, c'était la première fois que je me dis, tiens, il y a de la médecine traditionnelle et il peut y avoir des effets secondaires. La deuxième est plus drôle comme histoire. C'est une femme qui venait d'accoucher, qui avait été hospitalisée en réanimation avec des troubles graves de rythme cardiaque. Et on avait fini par découvrir qu'elle avait mangé de la quinine sous forme de décoction d'écorce de quinine. Alors l'histoire est drôle parce qu'en fait c'était une mzungu, comme on dit, c'était une métropolitaine, qui avait épousé un Mahorais, qui venait d'accoucher. Et la famille lui avait dit, pour avoir du lait, il faut prendre de la tisane de quinine. Et dans un désir d'intégration, elle en avait bu des très grandes quantités. Et les Mahorais qui sont dans la salle vont peut-être me confirmer ça. En fait, il n'y a pas de quinine à Mayotte. Il n'y a pas d'arbre, la quinine, c'est quelque chose qu'elle a trouvé au marché, je ne sais pas comment. Mais en fait, en Mahorais, on appelle quinine tout ce qui est amer. Donc c'était une tisane amère, traditionnelle, pour favoriser la lactation, mais elle avait compris quinine et elle avait mangé de la quinine. Bon, elle en a guéri très bien et on a la preuve que c'est vrai parce qu'on avait dosé la quinine dans le sang et effectivement, elle avait de la quinine dans le sang. Une histoire qui aurait pu être plus tragique, c'est une intoxication par des graines de laurier jaune des Indes, Tevetia peruviana, qui avait donné des problèmes cardiaques chez un patient. Ça a été aussi publié, cette histoire. Alors ce patient, il avait des problèmes de constipation. Il a été voir un tradipraticien qui lui avait dit il faut prendre des graines. Voilà. Et il était allé prendre des graines, il en avait mangé un peu trop, et il avait donc un problème cardiaque assez sévère. Et en fait, c'était des graines de laurier jaune. Vous voyez le laurier jaune ici, c'est quelque chose qui pousse partout à Mayotte. Il y en a partout, il y en a dans tous les jardins. Et la graine de ce laurier jaune est extrêmement toxique. C'est un vrai problème de santé publique, notamment en Inde et au Sri Lanka, où les gens prennent ça pour se suicider. Ça a été utilisé aussi, cette graine, pour des ordalies du jugement de Dieu à Madagascar, où on en faisait manger à des gens pour voir si Dieu allait les sauver ou s'ils allaient mourir après avoir mangé ces graines. Donc c'est quelque chose d'extrêmement toxique. Et l'histoire, je la trouve rigolote parce que lui n'a pas été capable de nous dire qu'est-ce que c'était comme plante, mais nous a dit, je l'ai trouvé dans le jardin de l'entreprise Colas à Mayotte. Alors avec un copain botaniste, on est allé dans le jardin, on allait regarder partout, et le copain botaniste m'a dit, ah mais ça c'est toxique. Donc on est rentré, on a identifié, et on a eu la confirmation. Et donc c'est la première fois que je me suis senti un petit peu Dr House. Donc on était sorti de l'hôpital pour faire un diagnostic.
D'autres circonstances, intoxication par herbe-chatte ricinelle des Indes. Ça, c'est quelque chose, le nom vernaculaire, c'est VRAPFU. Les Mahorais doivent connaître parce que c'est très utilisé. Et c'est quelque chose qu'on donne aux enfants pour traiter les problèmes respiratoires. Et cet Acalipha indica induit une hémolyse aiguë chez les patients déficitaires en G6PD. Et ce déficit est fréquent à Mayotte. Donc, on a publié cette histoire parce qu'on a découvert après ça que c'était une circonstance fréquente. Ce Acalipha indica, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on trouve partout à Mayotte, au bord des chemins. Et quand j'en avais parlé à nos amis pédiatres à Chamouine, il avait dit « Ah, mais il y en a même dans la cour de l'hôpital ». Donc il nous avait ramené, donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et on a identifié plusieurs dizaines de cas et on a découvert plusieurs déficits en G6PD suite à cette histoire. Et donc on peut identifier un problème de santé publique. Et Chamouine, après cette publication, était allé à la télévision pour dire aux gens, attention avec cette plante, ne faites pas de tisane ou demandez d'abord au docteur avant de faire de la tisane. D'autres circonstances encore, alors celle-là, on a parlé hier des fumigations, alors ça c'est les fumigations, c'est un jeune homme psychotique qui avait été placé au-dessus d'un feu avec des herbes, il avait inhalé beaucoup de fumée et il avait eu la face brûlée aussi. Il était là en réanimation longtemps parce qu'il avait un poumon blanc, comme vous pouvez le voir ici. L'histoire s'était bien terminée, mais on n'a jamais réussi à savoir quelles étaient les plantes dont il avait inhalé les fumées. Une histoire moins drôle, une adolescente qui avait eu aussi une inhalation, qui avait aussi fait un poumon blanc comme ça, mais elle était mise sous ventilation artificielle, elle était insevrable de la ventilation artificielle, elle avait été mise sous assistance circulatoire pour oxygénation extracorporelle, elle avait été insevrable de l'assistance circulatoire, et finalement elle avait terminé à l'hôpital Foch à Paris avec une greffe pulmonaire. Bon, elle est revenue, elle est en bonne santé avec un traitement anti-rejet maintenant, mais comme quoi il peut y avoir des problèmes sérieux. J'espère que le son va marcher. J'avais promis que je montrerais un petit film sur les fumigations. Et il n'y a pas de son. C'est quelque chose qui a été filmé à la cascade de Soulou. Ce sont des femmes qui vont pratiquer un désenvoûtement, des fumigations avec des herbes. Donc elle va respirer cette fumée sous ce drap. Et le djinn va s'exprimer. En fait, on n'entend pas le son, mais c'est quelque chose qui est sérieux, mais qui est très joyeux. Les femmes rient beaucoup pendant ce cérémonial. Mais je ne sais pas si cette dame a eu des problèmes pulmonaires après, mais les histoires d'avant montrent qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on fait respirer aux gens. On a eu plusieurs cas d'enfants brûlés, parce qu'ils avaient été mis soit au-dessus de braise avec des herbes qui brûlent, soit au-dessus d'une bassine ou d'un récipient d'eau bouillante, pareil avec des plantes dedans. C'est souvent pour des épisodes d'épilepsie ou de convulsions, mais de temps en temps, un petit, quand vous le mettez au-dessus du feu comme ça, il se débat. Ou alors quelqu'un qu'on peut faire une crise d'épilepsie au moment où il est au-dessus, et on en a eu au moins 6 en réanimation qui étaient tombés soit dans la bassine, soit sur les braises qui ont été brûlées plus ou moins gravement. Et une dernière histoire, c'est les plantes on ne fait pas que les manger, on peut aussi les appliquer sur la peau. À Mayotte, il y a le Nsinzano, qui est le masque de beauté que les femmes se mettent sur la figure régulièrement pour protéger leur peau. C'est d'usage très courant, vous en verrez beaucoup à Mayotte. Et c'est utilisé en médecine traditionnelle aussi, je ne sais pas trop dans quelles circonstances. Toujours est-il qu'on avait une patiente qui avait été badigeonnée sur tout le corps par ses parents pendant que les infirmières avaient le dos tourné. Elle n'avait pas la peau saine et cette patiente avait fait
alors on ne va pas dire une septicémie, on va dire une bactériémie, à Burkholderia pseudomalei, qui est l'agent de la mélioïdose. Alors elle n'a pas développé aucun signe de mélioïdose, donc je pense que c'était vraiment une bactériémie isolée, et on avait trouvé, grâce au laboratoire, le même germe sur les frottis de peau qu'on avait fait, là où il y avait le Mcinzano. Alors on a interdit aux parents de tartiner les malades depuis en réanimation, mais on les autorise toujours à faire un petit peu, et vous voyez ce petit qui est intubé, ventilé, ben, il en a sur le front, qui a été mis par ses parents. Quelqu'un qui fait de la médecine traditionnelle, j'espère qu'il va arriver, mon collègue, pour nous expliquer à quoi ça sert et pourquoi on le fait. On trouve aussi sous les draps des patients souvent des amulettes ou différentes choses qui sont... Voilà, alors on a découvert, je ne vais pas tout vous raconter, toutes nos histoires de plantes en réanimation, mais voilà des plantes qu'on a identifiées. Alors même le manioc c'est quelque chose qui est potentiellement toxique parce qu'il y a du cyanure dedans. Et si on l'utilise mal, eh ben, on peut faire des intoxications au cyanure avec le manioc. Alors, les traitements par les plantes sont largement utilisés et parfois avec des résultats surprenants. Alors là, je vais vous raconter quelque chose, une histoire personnelle qui est un petit peu comme, pour moi, qui a été comme Saint Paul sur le chemin de Damas, où je me suis rendu compte que la médecine traditionnelle, c'était quand même quelque chose. Il y avait une de nos aides-soignantes qui m'a amené sa fille qui avait des aftes plein la bouche. Elle a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors je lui ai fait quelque chose comme nous on sait faire, hein, avec des soins, des bains de bouche, des machins, etc. Bon, elle rentre chez elle. 2 jours après, je lui demande, ça va mieux ta fille? Elle me dit non. Bon, je lui dis, ben, ramène-la, on va voir, on peut faire autre chose. Et puis elle ne me l'a jamais ramenée. Quand je l'ai revue 1 semaine ou 15 jours plus tard, je lui dis, alors ta fille, elle va comment? Elle fait, ah, elle est guérie. Ah bon, comment t'as fait? Elle dit, je suis allé voir ma grand-mère qui lui a donné des plantes. Et elle a guéri, le lendemain, elle n'avait plus rien. Et je lui ai dit, mais c'était quoi comme plante? Elle a dit, je ne sais pas, mais il y avait du géranium. Donc, elle a eu quelque chose avec du géranium, cette gamine, et elle a guéri en 24 heures, ou c'était peut-être l'évolution normale. Voilà. Mais en tout cas, je me suis dit, bon, il y a peut-être des idées, il y a peut-être des choses à chercher dans la médecine traditionnelle. Le savoir des plantes, etc., à Mayotte, il est essentiellement féminin et familial. Mais pas seulement, et quand la famille est dépassée, on va voir un fundi. On va voir un fundi des plantes qui va, lui, nous donner des remèdes. Alors, voilà. Alors les fundis, c'est comme en médecine, hein, il y a plusieurs spécialités. Hein. Il y a le fundi, le maître, celui qui connaît les choses et qui va vous donner. Mais il y a aussi Mgangi, le sorcier, qui forcément, on se parlait hier avec notre ami anthropologiste, c'est pas toujours quelque chose de très bienveillant ni de très gai. Quand on veut du mal à quelqu'un, on va voir le Mgangi. Il y a le Mwalimou, qui est le savant, le sage. Il y a de la médecine traditionnelle arabe, j'en ai jamais rencontré moi, mais il paraît que ça existe. Mais il y a aussi des astrologues qui disent le jour où il faut prendre les plantes, le moment où il faut les prendre, etc. Donc tout ça existe à Mayotte. Notre collègue, s'il vient, pourra nous l'expliquer mieux que moi. Alors, pour parler un peu du concept de maladie aux Comores, la maladie aux Comores, c'est pas la même perception que nous. C'est quelque chose qui est vécu comme les patients, comme une souffrance, quelque chose qui désorganise leur vie. Et la notion de conflit est primordiale. La maladie, ici à Mayotte, aux Comores, c'est la même chose, la maladie a toujours une cause qui est considérée comme curable. Ce qui veut dire que le concept de maladie chronique qu'on a nous, il est totalement étranger au système de pensée traditionnel. C'est-à-dire que si le patient n'arrive pas à vous guérir du diabète, si le médecin n'arrive pas à vous guérir du diabète, c'est qu'il est probablement un mauvais médecin, qu'il n'utilise pas les bons traitements. Pareil pour la tension artérielle. Donc la maladie chronique, c'est quelque chose qui pose vraiment problème. Et les traitements qui sont mis en œuvre,
comme c'est curable, ils ont pour but de déplacer le mal hors du corps, ou de déplacer le mal sur un objet, ou de déplacer le mal vers un concurrent, vers un ennemi. Ah. Il n'y a pas que les plantes. Alors, hier, on nous expliquait qu'il y avait des traitements médicaux et non médicaux. Moi, je pense que tout ça, c'est un tout. Et on ne fait pas que manger des plantes. Quand on va chez le tradipraticien, il peut y avoir des lectures et des manipulations de textes sacrés islamiques. Il peut y avoir des ordalies, donc jugement de Dieu, donc on donne un poison pour voir comment vous réagissez. Il y a des offrandes propitiatoires, c'est-à-dire des offrandes pour, c'est le principe de Abraham et son fils Isaac, si tu sacrifies ton fils, tu seras sauvé, et on sacrifie un bélier à la place. Là, on va sacrifier plutôt une poule. Mais voilà, ce sont des offrandes. Il y a des séances de désenvoûtement. Et ces séances de désenvoûtement, pour nos yeux occidentaux, sont parfois brutales et peuvent être assimilées à de la maltraitance. Donc c'est assez difficile à accepter, mais c'est fréquent. Voilà, c'est pas toujours facile. L'exposition au feu ou à la chaleur, j'en ai parlé. Et dans beaucoup de circonstances, il va falloir traiter avec les esprits, traiter avec les djinns. Les djinns, ce sont des esprits qui sont invisibles, qui sont omniprésents, mais qui ne sont pas forcément méchants. Hein. Il y a des gentils djinns, il y a des méchants djinns, tout peut exister. Ils peuvent s'exprimer, ces djinns, ils peuvent prendre possession d'un être humain, mais cette possession, traditionnellement, n'a pas de valeur pathologique. Et c'est même plutôt un fait social et un liant communautaire. Et les djinns sont omniprésents et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. En tant que médecin qui ai vécu ça, les mauvais côtés de la médecine traditionnelle et les bons côtés de la médecine traditionnelle, je pense qu'il faut l'accepter parce que d'abord c'est la réalité quotidienne, la cothérapeutique est permanente. Il faut essayer de comprendre les gens plutôt que de dénigrer la médecine traditionnelle. Et c'est le seul moyen d'ailleurs d'avoir leur confiance et d'avoir leur collaboration. Il faut essayer d'atteindre un juste équilibre entre les réponses scientifiques de la médecine moderne et les réponses qui sont culturelles, émotionnelles et parfois même mystiques de la médecine traditionnelle. Maintenant, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe et il ne faut pas nier la responsabilité de ces pratiques dans l'absence de recours aux soins ou dans l'abandon des traitements dans de nombreuses circonstances et particulièrement, comme je l'ai dit, dans les maladies chroniques. Donc il faut être attentif. Les accidents eux-mêmes dont j'ai beaucoup parlé, ils ne sont pas si fréquents que ça. Parce que c'est ce que je vous ai raconté, c'est sur 15 ans. Et on peut dire qu'on en rencontre des problèmes comme ça 3 ou 4 fois par an, mais il faut être attentif pour les identifier. Et il faut être attentif aussi parce qu'on peut faire des découvertes intéressantes, et comme je vous ai expliqué avec Al-Khalifa Indica qui donne des hémolyses chez les déficitaires en G6PD, on peut identifier un problème de santé publique et éviter des dizaines d'hospitalisations pour des hémolyses aiguës graves qui peuvent être tragiques. Il ne faut pas nier les qualités indispensables des pratiques traditionnelles dans un grand nombre de situations. Arrivé à un certain âge dans la médecine, je sais que la médecine moderne, la médecine conventionnelle est très bonne pour plein de choses, mais elle est nulle pour plein de choses aussi. Et il y a largement une place pour la médecine traditionnelle dans tout ce que nous, on ne fait pas bien. L'OMS a fait un programme 2014-2023, il vient de se terminer, pour promouvoir la médecine traditionnelle partout dans le monde. Alors c'est un programme qui a bien marché dans certains pays, ça a très bien marché en Chine, ça a bien marché dans certains pays africains, par contre ça a été un fiasco dans les pays occidentaux,
Et je ne pense pas que quiconque ici ait entendu parler de cette recommandation de l'OMS. En tout cas, les pouvoirs publics français ont en aucun cas fait aucune action pour intégrer les médecines traditionnelles ou les médecines non conventionnelles dans l'arsenal thérapeutique. Il y a des choses qui se font, mais hors des pouvoirs publics. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est les woke de l'OMS qui font encore quelque chose. Bon, je pense que c'est difficile à appliquer, mais il y a certainement des choses à faire et rien n'a été fait, à ma connaissance, jusqu'à présent. Voilà, donc je voulais donner là la parole au tradipraticien. S'il est là, non, il n'est pas là, malheureusement. Voilà, donc je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup. Grand merci à Philippe Duranel pour cette présentation très claire, complète, objective, basée sur des faits concrets. C'est vrai que notre œil un peu médical, des fois, nous pousse à parfois dénigrer la médecine traditionnelle. Et j'ai bien aimé un petit peu ta synthèse sur le fait qu'il faut toujours collaborer. Voilà. Donc la parole est au public, sauf si Mathilde veut rajouter quelque chose. J'ai plein de questions, mais je préfère d'abord que la salle pose des questions. Ok. Marche pas. Voilà, ça fonctionne. Au fait, moi c'est M. Moussoura Soulaïmana, je suis loin d'être médecin, loin d'être dans ce monde-là. Je suis un intrus, je suis un vrai intrus qui est ici. C'est Moustapha Salim qui m'a amené ici. Hein. Donc, s'il y a quelqu'un à chahuter après, c'est lui. Moi, je suis né ici, je suis d'ici, je suis de Sada. Pendant que monsieur, j'ai oublié comment il s'appelle, il faisait son intervention, je pensais à ma mère. Ma mère, je l'ai perdue il y a 1 an et était un praticien de médecine traditionnelle et transmis de génération à génération. Mes enfants ne l'ont pas repris. J'ai des filles qui travaillent, et une est diététicienne, celle qui m'a amené là, puis une autre est connaisseur de plantes parce qu'elle a fait une formation dans les plantes traditionnelles. Donc, ils ont la possibilité d'être relais de ma défunte mère. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai pris la parole, c'est que un jour, maman m'a appelé, m'a dit, il faut vite que tu viennes. Et donc, je suis arrivé, j'ai croisé une praticienne de l'hôpital de Mamoudzou, qui, permettez-moi d'en parler parce que je vais être sérieux, elle avait des problèmes au niveau de l'appareil, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Donc, elle avait un problème au niveau de l'appareil génital et était bien avancée. C'est une dame qui était de l'hôpital, qui avait des difficultés et qui est venue se soigner chez ma mère. Et donc, pourquoi ma mère m'avait appelé? C'est parce que je devais être le traducteur entre la personne, la Mzungu, et ma mère. Et moi, j'étais aussi le commis pour aller chercher les plantes. Moi, je faisais les plantes aussi avec ma mère. La dame avec les explications de ma mère, madame avait droit à 3 semaines on dit comment 3 semaines de suivi par rapport aux plantes. Et il a été guéri au bout de 3 semaines. Les traces qu'il y avait là, tout ce qui était, est parti au bout de 3 semaines. J'avais pas compris, moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi-même, j'avais pas cru à ma mère. Quelques temps plus tard, 10 ans plus tard, pour vous dire que pendant que je me parlais, je parlais à ma mère aussi. J'avais une amie qui était à moi, donc à mon âge. Elle est encore en vie, celle-là. Et elle est aussi à Mayotte. Elle était venue me parler de même problème. Le même problème, je le voyais un peu fatigué, tout ça. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu es comme ça? Elle a fini par me parler. Il m'a dit qu'il a fait le tour, il est parti à l'hôpital, à Mamoudzou, il est parti à La Réunion, il est parti à Métropole. Il est toujours comme ça. Je dis,
est-ce que tu en as parlé à ta belle-mère? Sa belle-mère, c'est ma maman. Maman. Donc, c'est une cousine. Et donc, du coup, je lui ai dit, va voir ta belle-mère, donc ma mère, et tu lui expliques cette situation. Et donc, elle est allée, et ça a marché aussi. Et donc, je me suis dit, il y a des choses à faire, parce que si ça devient 2 fois, ça commence à être scientifique, n'est-ce pas? Parce que c'est pas une fois. Et donc, je commence à me dire que ça peut marcher. Donc, j'ai voulu vous rapporter ça, c'est tout. Voilà, je vous remercie. Tu me donnes à moi, Bon, merci pour ta présentation qui était très très bien. J'aurais voulu savoir si tu avais entendu parler d'une médecine traditionnelle par des escargots. Moi j'ai une notion de traitement de l'asthme par des tout petits escargots, mais est-ce que tu en as entendu parler? Avec le danger bien sûr de la transmission d'un parasite. J'en ai entendu parler et comme toi je me suis dit, ouh là là, ça c'est pas une bonne idée. Parce que les escargots, enfin les gros escargots, Acanthina fulica, ici, sont vecteurs de l'angiostrongyloïdose. Donc mettre ça sur les petits qui font de l'asthme, c'est pas une bonne idée. Si c'est avec les petits escargots, ça va, le risque est moindre, encore qu'il peut y avoir des petits d'Acanthina fulica. Voilà, donc ça fait partie des choses où la médecine traditionnelle manipule des choses. Alors, pour répondre à monsieur qui disait moi j'allais chercher les plantes, ça je trouve c'est pas une bonne idée non plus, parce que dans les cas que je vous ai expliqués, il y a 2 fois. Alors d'abord il y a la dame qui s'est trompée, qui a pris de la quinine parce qu'elle croyait bien faire, et il y a une autre dame qui avait pris, elle était malade, elle se soignait d'habitude avec les plantes, elle avait envoyé ses enfants chercher les plantes qui lui ont servi autre chose que ce qu'il devait prendre, et elle a fait une intoxication sévère. Parce que c'était une plante particulièrement toxique qui avait été ramenée par ses enfants. Donc, quand on traite les plantes, quand on veut traiter avec les plantes, il faut connaître les plantes. Et il y a beaucoup de gens qui font des traitements par les plantes sans les connaître. Moi, ce que j'ai comme conseil à faire, c'est, si vous voulez vous soigner par les plantes, faites-le, mais allez voir un tradipraticien ou allez voir une maman qui, comme la mère de monsieur, connaît les plantes et sait les plantes qui traitent et sait les plantes qu'il ne faut pas donner. Mais quand on fait tout seul, c'est comme quand on s'automédique, on finit par faire des bêtises. Bonjour, donc je m'appelle Guillaume, je suis assistant social. J'avais une question qui est un peu multiple. Je me pose la question de savoir si tous ces petits accidents que vous relatez, en fait, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux? Et du coup, de fait, est-ce que ça viendrait, ça répond un peu aussi à l'anecdote de monsieur, il disait que les connaissances se perdent parce qu'elles ne sont pas reprises. Est-ce que c'est parce que les gens connaissent de moins en moins les plantes autour d'eux et leurs usages que du coup il y a des accidents comme ça? Ou est-ce qu'il y en avait déjà avant mais on ne les identifiait pas? Et aussi, on parle beaucoup là, du coup des accidents, de comment les plantes elles ont pu générer des choses nocives. Est-ce qu'il y a aussi une volonté, parce que vous avez bien dit que la collaboration était importante aussi pour parce qu'on est en Mayotte et que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille de toute façon. Est-ce qu'il y a aussi des volontés d'études des plantes pour justement aussi peut-être réapprendre l'usage des plantes locales à des personnes qui en auraient envie d'une manière peut-être plus scientifique pour éviter les accidents et justement promouvoir aussi cette médecine traditionnelle et ne pas l'annihiler parce qu'on parle que des accidents ou attention il s'est passé ci, il s'est passé ça et que les éléments de guérison on va dire ne deviennent que des mystères ou des choses, ça a marché mais est-ce qu'il y a des volontés d'étudier aussi qu'est-ce qui marche et quelles plantes on peut valoriser auprès des personnes qui pratiquent la médecine traditionnelle pour qu'elles perdurent et qu'elles ne se perdent pas quoi. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus, bien sûr. Je ne l'ai pas cité, mais dans le topo, il y a une couverture de bouquin. C'est un gars qui s'appelle Maoulida, qu'on appelle Mao, qui était un agent du Conseil général, qui était un grand connaisseur de plantes. Et j'ai fait appel à ce gars-là pour identifier des plantes. Mais il n'est pas très bon en botanique, le gars. Par contre, il est très bon en connaissance des produits. Si vous lui dites, voilà, c'est ça, recueil d'une pharmacotée à Mayotte, c'est Maoulida Mchangama. Je ne sais pas s'il est toujours au Conseil général, mais en tout cas, lui, si vous lui dites, c'est quelque chose, et c'est comme ça qu'on avait identifié
à Khalifa Indica, c'est quelque chose qu'on donne aux enfants pour des problèmes respiratoires. Et tout de suite, il a dit, ah ben oui, c'est Pevara Pefu. Et on a regardé, effectivement, on a regardé après les plantes qu'avaient ramenées les gens, et c'était bien ça. Donc lui a la connaissance des indications, et il peut identifier les plantes sans les voir. Si vous avez tel problème pathologique, les praticiens, ils vont vous donner ça ou ça. Voilà. Donc il y a des travaux, il y a un autre bouquin qui est apparu plus récemment avec une liste des plantes utilisées en médecine traditionnelle à Mayotte, qui est bien documentée et qui notamment signale la toxicité chez les déficitaires en J6PD. Donc c'est des gens qui ont lu, qui ont documenté leur bouquin. Voilà, donc il y a des choses, hein, il y a des choses. Il y avait un botaniste de la Guyane qui était venu à Mayotte faire un recensement des plantes toxiques. On prend les deux dernières questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Bonjour, c'est pas vraiment des questions mais plutôt des remarques. Donc merci déjà pour votre présentation. Mais en tant que Mahoraise, je me suis pas très sentie. Il y a beaucoup de confusion parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'implications au niveau des djinns, au niveau, je me sens comme à la pointe marabout. Hein. Je suis très homéopathie, très naturopathie. Et est-ce que ça serait pas intéressant d'ouvrir carrément une herboristerie légale à Mayotte? Parce que c'est vrai, on a les Fundis, on a nos anciens qui nous aident dans la conservation des plantes. Et comme vous avez pu voir dans vos cas, ce sont des erreurs des fois, voilà, de traitement, etc. Donc si on... pardon. Docteur. Pardon, excusez-moi. Donc oui, j'avais déjà posé la question une fois à quelqu'un. Donc est-ce que ça serait pas peut-être plus intéressant d'ouvrir une herboristerie comme il se passe en Hexagone, ici, avec les moyens que nous avons? L'herboristerie en Hexagone, en métropole, ça a été fait. Le métier d'herboriste n'existe plus. Hein. Le gouvernement a décidé il y a 50 ans que c'était terminé, c'est fini. Donc il n'y a plus d'herboristes en France. C'est un métier qui n'existe plus. Donc à Mayotte, c'est la même réglementation qui s'applique. On ne peut pas ouvrir une herboristerie. Mais ce n'est pas des herboristes. Il n'y a plus d'herboristes, c'est bien ce que j'ai dit. Ouais. Alors on va continuer. Avant, il y en avait beaucoup plus. Philippe, je te coupe, on va continuer parce qu'on est en retard. Il reste deux questions, deux dernières questions pour qu'on reste dans les temps. Soyez brève, hein. Bonjour, je suis docteur Zahra, je viens de comment? Je suis docteur Zahra Salim, je viens de comment? Je voudrais juste faire un témoignage pour confirmer tout ce qu'a dit le docteur concernant la pratique de la médecine traditionnelle au Comores. C'est vraiment une pratique courante et c'est de plus en plus, ça devient de plus en plus fréquente et en partie c'est lié au coût de médicaments puisque là-bas les Comoriens ne sont pas assurés. Donc pour aller à l'hôpital, il faut payer tous les consultations, les médicaments, les examens complémentaires. Donc les gens font confiance à la médecine traditionnelle. Et les exemples des accidents qui sont liés à cette pratique-là sont nombreux. Je ne peux pas les citer ici, mais je vous donne seulement un exemple que j'ai perdu un cousin de 35 ans l'année dernière pour une insuffisance rénale aiguë suite à l'ingestion des plantes traditionnelles. Donc il y a beaucoup d'exemples, mais je voulais juste témoigner que ce pratique-là, c'est fréquent chez nous et c'est fréquent aussi au Sénégal, parce que là où j'ai fait mes études de médecine au Sénégal, plus de 50% de la population fait confiance à la médecine traditionnelle. Je vous remercie. Merci pour le témoignage. Oui, bonjour, Fatima Le Grigor. Je travaille dans un hôpital en Seine-Saint-Denis, en métropole. Donc on est confronté, bien évidemment, quotidiennement à un brassage multiculturel. Et je me demandais justement pourquoi on éludait
cette partie de la médecine traditionnelle, puisque moi-même j'ai été confrontée dans ma pratique, puisque je propose des thérapies centrées sur la régulation émotionnelle, le MDR, et il y a eu des djinns qui se sont invités pendant ma séance. Et donc, je pense que ça fait partie aussi de l'alliance thérapeutique, en fait, de comprendre l'autre, aussi par rapport à ses déterminismes et sa façon d'agir avec les autres et d'interagir avec les autres. Sinon, ça nourrit une exclusion. Donc, je pense que c'est vraiment indispensable de s'y intéresser. Je suis entièrement d'accord avec vous, et pour témoigner de ce qu'on a fait dans le service de réanimation, où on n'est pas très naturopathe par nature, et ben quand on a autorisé les gens à mettre le Tsimzano sur la tête des bébés intubés, quand on les a autorisés à mettre des textes coraniques sous les draps, sous les oreillers, quand on les a autorisés à faire des massages traditionnels, à condition qu'ils se soient passés du soluté hydroalcoolique sur les mains, et ben les relations avec les familles ont été bien meilleures, et elles sont bien meilleures depuis qu'on fait ça. Alors il ne faut pas tout autoriser, hein, il faut quand même surveiller ce qui se passe et réguler un peu ce qui se passe. À Mayotte, hein, ici, à Mamoudzou. Et voilà, il faut comprendre, et je pense, comme vous dites, c'est une part tellement importante des gens que si on le nie, les gens ne vous font plus confiance. Et si les gens ne vous font plus confiance, vous ne pourrez pas les soigner. Une dernière question. Merci pour l'intervention. J'ai une question. Du coup, vous avez présenté pas mal d'accidents. Je voudrais savoir si vous avez des cas qui controversent ou qui contredisent du coup pour l'usage d'une même plante, où ça s'est bien terminé, et si oui, du coup, dans quelle proportion? Est-ce que vous savez expliquer pourquoi dans un cas ça marche et dans un autre cas ça marche pas? Alors, je peux vous expliquer qu'à Khalifa Indica, si vous n'êtes pas déficitaire en G6PD, ça va se passer très bien pour vous. Et probablement, il va y avoir des guérisons. Je ne sais pas, j'ai pas étudié la plante, mais c'est utilisé en médecine traditionnelle depuis la nuit des temps. Ça doit avoir un effet, très probablement. Mais si vous êtes déficitaire en G6PD, ça va être une catastrophe. Voilà, donc c'est la réponse que je peux vous faire, c'est ça. Mais je ne suis pas un connaisseur en plantes, je ne suis pas botaniste, donc je ne peux pas me permettre d'étudier les plantes, ni d'étudier. Par contre, je peux identifier les effets secondaires néfastes, parce que je suis réanimateur et parce qu'ils arrivent en réanimation. Et c'est ce que je vous ai montré, une petite partie de ce que je vous ai montré. Mais il y en a sans doute plein d'autres qui ont guéri avec les mêmes traitements, mais ça, je ne le sais pas. Avant de clôturer la séance, la parole à Mokhtar Salim, qui a souhaité intervenir 1 minute maximum, parce que c'est un expert du sujet. C'est pour ça que je lui donne la parole. Merci. Première chose, c'est pour remercier le docteur. Secondo, pour dire que la médecine traditionnelle, elle est prise en compte cette fois-ci dans notre projet régional de santé Mayotte. Là, donc j'ai pris ma casquette ARS pour répondre à cette question. Ce qui n'a pas été le cas lorsqu'on était à RSOI. Ouais. Voilà, donc maintenant c'est OK. Donc, deuxième point, localement à Mayotte, comme dans toutes nos sociétés comoriennes, d'une manière générale, on fonctionne sur 2 valeurs clés qu'il faut tenir compte, hein, la communauté et la spiritualité. Et souvent, la maladie va faire référence à ces 2 valeurs. Lorsque vous avez à faire référence à des problèmes de spiritualité, c'est-à-dire on considère que la maladie est divine, automatiquement on ne va jamais faire référence à toutes ces plantes que vous avez citées. C'est plutôt une autre médecine traditionnelle liée à ce que vous avez appelé les versets coraniques. Voilà. Et lorsqu'on considère que c'est un rapport à un esprit quelconque qui est en jeu dans cette affaire-là, voilà une autre façon de voir la maladie. Donc maintenant, le traitement sera pour tous les djinns, ce qu'on appelle les esprits. Pourquoi les djinns? Parce que les djinns sont automatiquement liés aux humains. Tous les versets coraniques que vous allez retrouver, lorsqu'on parle des djinns, on parle du humain à côté. Al-djinn ou al-ins. C'est systématique. Et enfin, lorsqu'on considère que c'est le rapport à l'autre, donc matériel, on va faire référence à l'hôpital. Donc on dit, Wadiwash l'hôpital, Wadiwash la maladie de l'hôpital et la maladie de chez nous. Alors, juste pour finir, là, je pourrais vous dire des cas innombrables de patients qu'on a récupérés à l'hôpital pour des raisons X ou Y, qui étaient des patients mahorais vivant en métropole, qui étaient suivis pour diverses pathologies dans les plus grands centres de l'assistance publique des hôpitaux de Paris ou de Marseille, etc., et qui
laissaient tout tomber pour venir à Mayotte voir un tradipraticien. Et alors, ils venaient pas forcément à l'hôpital parce qu'ils avaient arrêté le traitement, mais voilà, c'est les histoires de rupture de traitement chez des gens qui sont en métropole sont innombrables. Pour dire la confiance que les gens ont dans la médecine traditionnelle.